Voilà. Vous êtes, je le rappelle, sénateur de Nouvelle-Calédonie et signataire des accords. Alors les 2 ans, on vient de le voir, qui y arrivent, devraient sceller l'avenir institutionnel de la Calédonie. Première échéance, le 12 décembre prochain. C'est une première satisfaction pour vous, cette date? Le camp loyaliste a été entendu par Paris? Peut-être je veux d'abord vous dire que je vous remercie de m'avoir invité ce soir. Et je remercie mes concitoyens qui me font confiance depuis tant d'années. Mais si je suis là ce soir, c'est en raison d'une nuit de juin 1988, entre le 25 et 26 juin, où nous avons négocié et signé un accord de Matignon et ensuite la rue Oudinot, qui rythme la vie politique de la Nouvelle-Calédonie depuis 30 ans. Et je tiens à tout prix, et même si ça m'a coûté souvent quelques récriminations, que cette poignée de main de Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, que cet esprit de Matignon perdure. Et si j'ai encore quelques forces à me mettre dans la bataille politique, c'est pour à tout prix sauver cette poignée de main. Donc vous dites mettre toutes vos forces dans la nouvelle campagne qui s'annonce. Alors effectivement, lorsque nous sommes allés à Paris, c'était bien, enfin en tout cas ma démarche, et vous l'aurez compris lors du débat qui a été engagé sur la Nouvelle-Calédonie au Sénat le 4 mai, et qui a marqué, qui a imprimé les principaux responsables politiques nationaux. Nous y reviendrons tout à l'heure. J'y suis allé, moi, pour répondre à l'aspiration je ne vais pas dire l'unanimité, mais une très grande majorité des Calédoniens qui souhaitent que ce processus référendaire s'achève le plus vite possible et que tout ça soit derrière nous. Et donc, vous êtes là en face de quelqu'un, et là vous êtes en face de quelqu'un qui, pendant des années, a essayé de convaincre ses partenaires qu'il ne fallait surtout pas rentrer dans cette machine à broyer qu'est encore ce processus référendaire. Et donc, effectivement, le Premier ministre a annoncé que ce référendum aurait lieu le 12 décembre. Et je pense que c'est effectivement très satisfaisant parce que, encore une fois, la grande majorité, mais quelle que soit d'ailleurs l'expression, quel que soit ce que les uns ont pu choisir au premier ou au deuxième référendum, tout le monde a envie d'en sortir et le plus vite possible. Alors comment vous allez organiser donc les 6 prochains mois? Une nouvelle campagne, je disais, s'annonce. Est-ce que vous souhaitez une nouvelle fois l'alliance de tout le camp loyaliste? Non, mais enfin, c'est pas le problème. Entendez-moi, c'est pas le problème. Là, on est au-delà des partis politiques. Et c'est la raison pour laquelle que j'ai publié ce petit livre, ce livret. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe, madame? Qu'est-ce qui se passe? Et je souhaite que nos auditeurs soient imprégnés de ça. Ces référendums, c'est un affrontement identitaire. Ce sont 2 groupes humains qui vivent sur cette terre, qui sont d'importance comparable et qui s'affrontent dans les urnes. Mais ces référendums, les résultats de ces référendums, quels qu'ils soient, ne pourront pas conclure au fait que l'un de ces 2 groupes humains impose sa loi sur l'autre. Ce n'est pas possible. Parce que ça se terminera. Et alors, l'accord de Nouméa, il était fait pour être vivant. C'était inscrit aussi dans l'accord de Matignon. Il devait y avoir un référendum en 98. Et ceux qui étaient autour de la table à ce moment-là ont eu l'intelligence de contourner ce référendum binaire. Sauf qu'avec l'accord de Nouméa, je l'ai expliqué dans ce document, les partis politiques ont pris la main et puis finalement, il n'a pas vécu. Peu importe. Le problème, il n'est pas de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est bon pour la population ? Et ce qui est bon pour la population, encore une fois, je le répète, ce n'est pas ce processus référendaire. Alors, quand vous avez 2 groupes humains d'égale importance, à aucun moment, quel que soit le résultat, un de ces groupes ne pourra imposer sa loi à l'autre, sauf dans la violence. Alors, et ça, c'est vraiment ce qu'il faut rejeter, parce qu'on l'a déjà vécu il y a 30 ans, et il n'est pas question d'y aller toute sirène hurlante. Quoi qu'il en soit, ce 3e référendum, cette 3e consultation aura lieu le 12 décembre. Oui. On a l'impression que ce qui vous intéresse davantage, ça va être la période de transition qu'il va y avoir après, qui a été définie également. Mais la période de transition, ça, c'est du baratin du gouvernement. C'est du baratin, c'est ce que nous dit le ministre. Mais ça engage qui, madame? Il ne vous a pas échappé qu'il va y avoir une élection présidentielle
en mai 2022 et qu'il va y avoir un nouveau président de la République. Ou alors, M. Macron sera réinstallé dans ses fonctions, mais peut-être avec une majorité différente. Et donc, ce qui passe là, ça n'engage qui? Tout ce qui a été dit ces derniers jours, au-delà de la satisfaction qu'on peut avoir de la date du mois de décembre, mais pour le restant, ça n'engage personne. Entendez-moi, et prenez-le en note. Là. On en reparlera dans quelques mois. Je vous dis que ça n'engage personne. Vous avez présenté, vous le disiez tout à l'heure, votre projet devant vos collègues du Sénat. Oui. C'est un projet que vous souhaitez développer avec vos partenaires dans les mois à venir. Écoutez, j'ai la faiblesse de penser qu'il n'y en a pas d'autres pour le moment. Et puis c'est une brique que je mets au milieu de la table. Pourquoi? Parce que dans la perspective du prochain référendum, ce que je veux, c'est proposer un projet dans lequel tous les Calédoniens, quelle que soit, encore une fois, leur conviction, se reconnaissent. Et je ne souhaite pas que lors de cette campagne référendaire, on leur dise écoutez, on a une clause de revoyure en 2022-2023. Mais enfin, ça n'a pas de sens. On a affaire à une collectivité humaine qui a besoin de savoir où elle va. On s'amuse là, on fait de la politique politicienne, mais on n'est pas dans la réalité de tous les jours. Mais moi, je souhaite être dans la réalité. Et ce projet-là, tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Pourquoi? Parce que... C'est pas forcément l'avis de vos camarades de l'Avenir en Confiance Si, l'Avenir en Confiance. Enfin, en tout cas, la réunion à laquelle j'ai participé à l'invitation du Premier ministre, il a été dit autour de la table que l'Avenir en Confiance... Enfin, qu'il y avait une... Puis encore une fois, je ne demande pas que tout le monde ait le même... chacun peut avoir ses appréciations. Mais ce que je constate, c'est le seul projet aujourd'hui que vous avez... Et puis, madame... Vous souhaitez qu'il serve de base Je reviens, à travers de ce projet, aux fondamentaux de 1988. Je reviens à ce qui a permis, encore une fois, dans la nuit du 25 au 26 juin 88, de revenir à la paix et d'écarter cette guerre civile dans laquelle nous nous étions engagés. Et donc, tant qu'on n'aura pas compris que la paix en Nouvelle-Calédonie, ça veut dire quoi? C'est quoi? Il faut que chacun se reconnaisse dans son identité. Ma proposition, il faut permettre à chacune des provinces de vivre son identité propre. Et c'est par l'addition de ces différentes identités, c'est par l'addition des particularismes de chaque province que la Nouvelle-Calédonie en sortira plus forte. Alors justement, venons-en à présent aux questions Facebook, et c'est dans le droit fil de ce que vous venez de dire. Xavier nous demande que pensez-vous des déclarations indépendantistes qui pourraient ne pas accepter une éventuelle troisième victoire du non? Là encore, on parle de clivage. Mais je suis consterné par les déclarations de M. Goa, président de l'Union calédonienne. Et puis je suis partagé entre la consternation et la perplexité. Ce grand mouvement politique qu'est l'Union calédonienne, comme l'a été le Rassemblement en 1988, lorsque nous avons négocié et signé Matignon et ensuite Nouméa. Mais l'Union calédonienne a marqué la vie politique de la Nouvelle-Calédonie depuis le début des années 60. Et entendre aujourd'hui ce que j'entends, c'est consternant. Et ça ne ressemble pas à l'Union calédonienne. Pour autant, vous souhaitez que l'UC reste un de vos partenaires privilégiés? C'est incontournable. Si on veut retrouver la paix et revenir à ce que nous avons été capables de faire en 88 et 98, il faut que les partenaires historiques non seulement se retrouvent, mais soient à nouveau considérés par l'État comme des interlocuteurs incontournables. Alors, on a une autre question. On en revient à ce que vous disiez au début et à vos combats depuis 40 ans. Pensez-vous, Marisa demande, pensez-vous que dans un pays où un Calédonien sur deux a moins de 30 ans, votre légitimité historique vaut quelque chose? Je ne pense pas que la Calédonie, c'est autre chose. Bon, effectivement, il y a le rapport démographique, et c'est vrai que je sais bien que je fais partie du vieux monde, et puis que je n'ai pas toujours les mots et les formules susceptibles d'être comprises, effectivement, par on n'a plus beaucoup de temps. Les trentenaires. Cependant, nous sommes dans une terre d'Océanie. Et vous savez que la parole, l'histoire, et surtout en Nouvelle-Calédonie, ce qui s'est passé il y a 30 ans, c'est le fil rouge. Et si, à certains moments, on ne regarde pas dans le rétroviseur pour pouvoir éclairer ce que nous allons faire demain, on est sûr de se planter. Voilà.
Et une dernière question qui rejoint celle-ci d'ailleurs. Est-ce que vous allez vous représenter, vous remettre votre mandat en jeu au sénatorial? Écoutez, s'il s'agit Oui, simplement pour occuper un poste, ça ne m'intéresse pas. En revanche, si nous arrivons, et nous arriverons, au lendemain de la prochaine élection présidentielle, à commencer à bâtir et à construire un projet d'avenir, j'essaierai de l'accompagner si mes amis me font confiance. Pierre Frogier, merci d'avoir répondu